50 ans. La grande famille des nations indépendantes. Vive la communauté franco-africaine humaine fraternelle. Ici, Radio AIM. L'indépendance du Dahomey. 50 ans d'histoire africaine. Sur Africa numéro 1. Alfred Toumba Changolokoro. L'union fraternelle. Avec Francis Laloukou. Nous allons écouter la suite du discours du général de Gaulle à Conakry, toujours ce 25 août 1958. Et le général de Gaulle dit en substance, l'indépendance est à la disposition de la Guinée et elle peut la prendre. La métropole n'y fera pas obstacle. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr des conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Ah, c'était le général de Gaulle le 23 août 1958 à Conakry. Professeur, on dirait un peu cette sorte de négociation de la dernière chance pour ce général de Gaulle qui tient tant à sa communauté France-Afrique. Il dit bon, la métropole ne va pas s'opposer à l'indépendance de la Guinée, mais enfin elle en tirera les conséquences. On sent aussi quelques menaces voilées comme ça qui s'adressent donc aux acteurs guinéens. Le général de Gaulle est tenté jusqu'au bout, le dernier barreau d'honneur pour convaincre les Guinéens, en tout cas à travers l'Assemblée territoriale, de voter oui, mais en laissant la petite fenêtre ouverte vers le non, et avec cette menace à peine voilée si la Guinée choisit vote non, donc choisit l'indépendance, alors à ce moment-là elle aura à en tirer les conséquences, la métropole, la France aura à en tirer aussi les conséquences. D'ailleurs, il a utilisé une expression assez... On somme, on demande au président de la France, donc au général de Gaulle, de donner sa position, et donc justement là il va très clairement indiquer les deux seules voies possibles, la communauté ou alors la rupture entre les deux, avec ce que cela comporte de risques et puis d'incertitudes pour la Guinée. Il faut rappeler aussi qu'il est entre deux positions, entre deux situations. Il y a une partie de l'opinion française, en tout cas politique, etc., qui est, et en particulier les anciens gouverneurs, administrateurs territoriaux, tout cela, qui sont opposés à l'idée de l'abandon de l'Afrique. Et donc, de l'autre côté, il y a cette poussée des Africains et puis une partie de l'opinion française pour aller vers les indépendances. Et lui doit trouver la formule juste. Voilà pourquoi il va proposer à la communauté, ce qui est, j'allais dire, à moyen terme, un pis-aller par rapport à cette situation-là. J'ajouterais, je pense qu'il a aussi conscience à ce moment-là que si cette communauté ne se fait pas, la puissance, la grandeur de la France sur le plan international s'effrite, s'écroule, et que donc il faut coûte que coûte aller vers justement... Il le ressentait aussi comme un échec personnel exactement, éventuel, échec personnel. Et je pense justement, j'ai dit le tiraillement qu'il y a, c'est parce que à la fin, je crois qu'il cède aux thèses d'un certain Raymond Cartier qui disait au fond le fardeau de la France en Afrique, il faut cesser et puis il faut repartir vers d'autres horizons. Et donc il est tiraillé entre cet impératif-là et puis l'impératif du maintien des relations. Parce qu'il a fait le pari de l'Afrique, lui, le général. Exactement, lui, il a fait le pari de l'Afrique. Nous écoutons encore Ahmed Sékou Touré. Nous sommes au mois d'août 1958, suite du discours réponse de Sékou Touré au général de Gaulle. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Oui, professeur, décryptage, cette fameuse phrase.
Mais oui, que dire d'autre vraiment dans cette vision de la nécessité de l'indépendance? Il y a là résumé en une formule lapidaire, frappante, toute, j'allais dire, la philosophie, tout l'esprit de l'indépendance, oui. La conception de l'indépendance. En tout cas, là, Ahmed Sékou Touré, il met le doigt sur quelque chose de fondamental, d'essentiel, qui aurait dû justement amener tous les dirigeants africains par la suite à rompre le pacte néocolonial qu'il signait justement avec la France-Afrique. La pauvreté dans la dignité, que la richesse dans l'esclavage. Ce sont vraiment des termes durs, ça fait un aphorisme, un apophthegme extraordinaire qu'on devrait aujourd'hui placarder sur le fronton de toutes ces républiques, tous ces pays africains. Ça vaut pour toutes les formes d'indépendance, toutes les guerres de libération. Des libérations, absolument. Et là, je pense qu'il s'est inscrit dans l'histoire. Il s'est inscrit dans l'histoire. Il a transcendé rien que par cette seule phrase, par cette forte. Il a transcendé toutes, au fond, j'allais dire les petitesses, entre guillemets, des autres leaders politiques qui se sont aplatis, qui ont voté oui par la suite, n'est-ce pas, à la communauté. Non, il a montré vraiment la voie, et c'est pourquoi il est, malgré ce qu'il a pu faire par la suite, il a mal tourné par la suite. Je pense que rien que pour ça, Sékou Touré mériterait encore aujourd'hui notre onction. En fait, il a écrit, c'est lui qui a écrit le vrai protocole de l'indépendance, de la libération du pacte colonial. En fait. Oui, en effet, lui là, il a enterré définitivement le pacte colonial. Il a appelé là les Africains à la libération de leur esprit, à la décolonisation de leur mentalité, à adhérer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit post-colonial, à marquer la rupture radicale, définitive avec l'ordre colonial, le pacte colonial, et au fond. Malheureusement, le néocolonialisme va revenir par des voies assez sournoises, subtiles, n'est-ce pas, dans les jeux de relations africaines jusqu'aujourd'hui, on le déplore encore. Mais qu'est-ce qui se serait passé si tous ces premiers dirigeants africains, ces premières élites, avaient entendu cet appel de Sékou Touré, cette voix de Sékou Touré à ce besoin de dignité, ce besoin de liberté, ce besoin de grandeur, justement, au lieu de l'aplatissement, de l'assujettissement. Mais écoutez, les prophètes, souvent, nul n'est prophète dans son pays, comme on dit, sont souvent mal entendus, et puis c'est peut-être plus tard qu'ils sont reconnus. Bien sûr, ils n'avaient pas prévu les pièges qui tomberont sur la Guinée par la suite, devenue indépendante, ça nous le connaissons tous, et puis comment il va sombrer dans la paranoïa, dans la dictature, dans la crainte du complot, etc., zigouiller, liquider ses meilleurs amis, ses meilleurs compagnons, s'aliéner avec tout le monde avant de revenir dans le jeu politique dans les années 80-84 et avant de mourir, hélas, tout de suite, parce qu'il avait fini par s'amender, par reconnaître. Alors, ça n'excuse pas justement tout ce qu'il a pu faire par la suite, les Camboiro, l'élimination des Diallo-Telli, tous ces gens-là, les Lansana Beavogui, etc. Mais tout de même là, on retrouve quelque chose d'unique, dans cette histoire. Au fond, Lumumba s'est inscrit justement dans cet esprit-là, dans cette logique-là. Merci, professeur, de nous avoir apporté cet éclairage sur ce moment important, ce moment majeur de l'histoire de l'Afrique post-coloniale. Merci. Au revoir. Au revoir.